ministre des droits, Intello et d'autres émissions. Le droit, c'est l'antithèse de l'état des natures, où l'homme est un loup pour l'homme. Le droit, c'est ce qui est des meilleurs dans cette société. Le droit, c'est ce qui est des meilleurs dans le monde. Le droit, c'est ce qui organise la société. Le droit, c'est ce qui régule même la société. Nous sommes encore une fois devant vous pour animer une émission qui sera un peu particulière parce que nous allons aujourd'hui aborder des questions qui touchent à la vie quotidienne de la population, des questions qui relèvent du droit économique et social. Et pour ce faire, nous avons comme invité une personne spéciale, une personne qui s'y connaît dans les domaines, une personne qui a consacré beaucoup d'années de recherche dans les domaines de la législation en matière économique. Il s'agit du doctorant Didier Pabouni Massankiala, que beaucoup de ceux qui sont passés par la faculté des droits connaissent parfaitement. Il est doctorant en droit économique et social à la faculté des droits de l'université de Kinshasa. Il est en même temps consultant à la commission de la concurrence. Avec lui, nous allons aborder plusieurs questions, mais principalement nous allons parler du décret portant statut, organisation et fonctionnement de la commission de la concurrence, COMCO, l'institution qui remplace l'ancienne Commission nationale de la concurrence, CONAC. Nous allons aussi échanger avec ces chercheurs sur des questions qui ont trait à la loi relative à la liberté des prix et à la concurrence. Monsieur le doctorant Didier Pabouni, je m'en vais vous dire bonjour. Bonjour, bonjour monsieur le journaliste. C'est un plaisir, nous nous sommes retrouvés il y a une année dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la concurrence. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la énième fois, cette fois-ci, dans le cadre d'une émission. Et vous avez souhaité ne pas animer cette émission seul. La science, l'objectivité requise dans la science oblige. Vous avez voulu être avec des étudiantes que vous avez déployées sur le terrain dans le cadre d'un travail scientifique. Lesquelles étudiantes ont des choses à nous dire par rapport à la recherche menée sur le terrain, de manière empirique. Alors, nous allons déjà dans les vifs de notre sujet. La première question que j'aimerais vous adresser, comment vous vous sentez, comment vous vous portez, comment se porte votre recherche. Je sais que vous êtes en pleine rédaction de votre dissertation, de votre thèse pour devenir professeur. Comment évolue votre recherche scientifique dans ces cadres-là, de manière sommaire? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la parole. C'est vraiment une belle initiative. Au lieu de garder nos talents, notre intelligence seulement ici à l'UNIKIN, nous voulons qu'il y ait la visibilité pour que les autres aussi connaissent ce que nous valons, tout ça. Et avant de commencer, je remercie d'abord très sincèrement notre recteur parce que nous sommes dans son secteur, le professeur Jean-Marie Kaïmé. Et c'est un modèle, c'est un homme intègre, compétent, rigoureux, ensemble avec son comité de gestion. Et aussi, laissez-moi vous dire aussi, dire merci aussi au doyen de la faculté de droit, le professeur Kangolumba Vincent, un homme exceptionnel, un homme compétent, honnête. Voilà pourquoi nous sommes là. Vous m'avez posé la question de savoir le niveau de nos recherches. Nous sommes largement avancés pour la thèse. Et c'est que vous venez de dire même au début là, que c'est vraiment un domaine que nous voulons vraiment mettre un accent particulier. Vous travaillez sur quoi? Moi, je travaille sur le mécanisme de règlement du contentieux concurrentiel en droit congolais, de judicialisation aux judicialisations. Et dans cette thèse, nous allons démontrer quel est le mécanisme à prendre lorsqu'il y a un acte de concurrence déloyale ou bien un acte de loyal.
Et là, si l'une des parties opte, justement c'est pour cela nous voulons mettre l'accent sur la commission de la concurrence. Parce que c'est l'objet de notre thèse. Est-ce que lorsqu'il y a un contentieux concurrentiel, quelle est la procédure et quels sont les organes censés à saisir? Lorsque l'une des parties opte par exemple de saisir la commission de la concurrence, selon notre thèse, nous voulons estimer que lorsque l'une des parties saisit la commission de la concurrence, aucune autre procédure ne peut être envisagée, ou bien lorsque l'une des parties saisit les tribunaux de commerce, aucune autre procédure ne peut être aussi envisagée. Beaucoup de gens lisent la loi de 2018, mais n'arrivent pas à comprendre l'esprit et la philosophie même de certains articles. Merci beaucoup. Oui, voilà. Parce que je savais que non déjà en 2025, 2014, qu'il y avait un décret qui avait vu le jour. Alors, dommage, quand j'ai lu le contenu, parce que c'est ça vraiment l'objet de ma recherche à tout moment, quand il y a une telle publication, je suis obligé vraiment de lire à fond pour dénicher tout ce qui est peut-être les à côté. Alors, dans ce décret, en principe, la base légale d'abord pour ce décret, c'est en quelque sorte la loi de 2000, la base juridique, c'est la loi de 2018. Quand vous lisez très bien les articles 58 et 59 de la loi de 2018, vous verrez déjà qu'il y a eu création de la commission de la concurrence. Mais maintenant, on renvoie à la première ministre ou bien au premier ministre de prendre un décret pour statuer sur le statut, organisation et fonctionnement. Mais la commission elle-même a été déjà créée. Donc, à mon humble avis, la première ministre, dans son décret, ne pouvait pas parler encore de la création. Parce que la création a été faite déjà par la loi de 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence. Lorsque j'ai lu du début jusqu'à la fin, j'ai vu aussi l'arrêté de 2016 qui avait modifié l'arrêté départemental de 1987. Quand vous lisez les décrets départementaux de 1987, donc vous sentez que la commission de la concurrence avait comme nature juridique, comme une juridiction administrative. Donc le but était, l'arrêté avait démontré même la procédure, comment saisir la commission de la concurrence et les personnes habilitées et comment la commission pouvait sanctionner. Mais vous verrez actuellement, lorsque vous lisez le décret ici, je me rends compte que c'est un établissement public. Logiquement, c'est un établissement public. Alors, étant donné que les décrets changent la nature juridique de la commission de la concurrence, ça n'a plus sa raison d'être. Donc, lorsque vous commencez simplement à faire comprendre aux gens que non, la commission de la concurrence est un établissement public, donc c'est-à-dire, il est là que pour l'aspect administratif, comment gérer tout ça, alors que vous verrez même les décrets lui-même dit, par exemple, à partir de ces articles, à partir des articles 3 et 4, il donne des missions de la commission de la concurrence des décrets. Entre autres, il donne aussi que la commission de la concurrence peut sanctionner les actes de concurrence déloyale. Mais le décret n'a pas indiqué comment la Congo peut sanctionner. Parce que dans ces décrets, logiquement, il a énuméré les organes. Il y a 4 organes. Parmi les 4 organes, nulle part, les décrets disent que non, voilà les missions que j'ai insérées dans la commission de la concurrence. Elle va infliger ces pratiques-là, mais parmi les organes qu'il a énumérés, aucun organe est compétent pour le sanctionner, ces abus-là.
Donc, en analysant du début jusqu'à la fin, je me suis rendu compte que non, effectivement, il s'agit d'un établissement public et la commission a fait comme une administration qui va gérer le coordonnateur, une coordination. Oui, mais quelles sont les avancées significatives? Non, mais c'est vrai qu'il y a des faiblesses. moi, logiquement, il n'y a pas d'avancée. Pour moi, c'est décrit-là. Ne serait-ce que sur le plan, par exemple, de la répression de... Oui, le fait que je pouvais dire, parce qu'on donne aussi la régulation, ça c'est très bien. Je vous ai dit de part de l'article premier qui donne par exemple, qui dit la première ministre a utilisé les concepts création. Non, ça n'a rien à voir ici, par exemple, création de quoi? Parce que la commission de la concurrence a été déjà créée par la loi de 2018 et qu'elle allait simplement, la loi de 2018, de lui donner la valeur de simplement de prendre un décret pour déterminer le statut, organisation et fonctionnement de la commission. Monsieur le doctorant par Didier Papounikam, tel que vous avez lu ces décrets-là, oui. Sur quelle est la compétence aujourd'hui dévolue à la commission de la concurrence sur des questions, par exemple, de la transparence des prix, sur des questions des infractions liées à la fixation des prix, sur des questions même liées à la concurrence. Quelle est la compétence aujourd'hui dévolue à cette commission? Oui, parmi les missions que j'ai lues en passant rapidement, il donne aussi quand même cette fois-ci la régulation de transparence qui était liée dans le domaine des prix à la commission de la concurrence. Souvent nous disons en droit la compétence est d'attribution parce qu'en matière de prix, il y a des organes aussi qui sont censés rechercher et réprimer les infractions là en matière de prix. Et cette fois-ci, les décrets donnent aussi à la commission de la concurrence la compétence de réguler les secteurs de transparence qui se trouve dans la partie prix. C'est une avancée. Ok, vous régulez, vous pouvez sanctionner. Vous avez indiqué, vous avez donné parmi les missions, sanctionner des abus. Mais parmi les organes que vous avez énumérés dans le décret, aucun organe est compétent à faire quoi? À sanctionner ces abus-là. Et aussi, on n'a pas déterminé, le décret n'a pas déterminé comment on peut saisir la concours. Parce qu'avec l'arrêté départemental de 87, il était clair de dire qu'on peut saisir par la requête de consommateurs, même aussi de concurrents, pourquoi pas. Mais le décret ici n'a pas indiqué, il dit sanctionner parmi les missions de la concours, mais aucune procédure n'est envisagée pour sa saisine. Aucun organe. Ok. Quel est l'organe habilité pour infliger des actes qui sont commis par les opérateurs économiques? Infliger des sanctions. Des sanctions. Quelle est la procédure? Comment saisir la commission de la concurrence? Voilà pourquoi j'ai dit, excusez-moi avec les mots que je pouvais utiliser, que ce décret mérite qu'on pouvait les déchirer et donner aux mamans qui vendent des cacahuètes parce que c'est difficile à comprendre comme ça parce que, monsieur le journaliste, moi, monsieur Didier qui vous parle, je suis allé animer un séminaire au mois de mai 2025 à la Commission nationale de la concurrence. Et vous voyez que je leur ai donné, j'ai d'abord essayé un peu d'expliquer c'est quoi les avancées de la loi de 2018. Je parle aussi de la Commission de la concurrence parce qu'il s'agissait aussi de l'objet du jour. Je leur ai proposé, s'il vous plaît, faisons de la Commission de la concurrence comme une juridiction administrative spécialisée. Quand vous lisez bien l'esprit du législateur de 2018, il donne à cette commission comme juridiction administrative. Parce que quand vous lisez l'article 71 de la loi de 2018, il donne comment la commission de la concurrence peut infliger. Alors qu'il a donné aussi le temps comment le consommateur et le concurrent lésé peuvent saisir la commission. Mais avec les décrets qui voulaient vraiment donner avec précision, donner la saisine, la procédure, mais les décrets a oublié beaucoup de choses là, même l'esprit et la lettre de la loi de 2018. Alors, si les décrets devraient faire de la commission de la concurrence une juridiction administrative spécialisée,
quelle serait sa configuration, quelle serait, quelle serait son opérationnalité? Voilà, quand nous sommes allés animer ces séminaires, qu'est-ce que nous avons dit? S'il vous plaît, nous lisons aussi, nous faisons des recherches, faisant aussi des analyses comparatives avec d'autres droits, d'autres pays, Sénégal, France, Belgique. Ils ont institué une autorité de régulation, une autorité de la concurrence. Et cette autorité de la concurrence est composée d'une assemblée générale, d'un auditorat et d'un greffe. Et l'assemblée générale de la concurrence est compétente, c'est l'organe qui est chargé à examiner les plaintes et les PV venant de l'auditorat. Parce que l'auditorat sera comme un petit parquet qui est habilité d'aller chercher aller chercher ces infractions-là sur le marché. Ils instruisent, ils envoient à l'Assemblée générale de la concurrence pour décision et sanction. L'Assemblée générale, c'est comme une juridiction de jugement. Justement, parce que c'est cette assemblée-là qui va maintenant prendre en compte tout ce que l'auditorat, de la commission de la concurrence, donc de l'autorité de la concurrence, qui recherche, qui instruit, qui constate, et il envoie à l'Assemblée générale, et l'Assemblée générale sanctionne. Un greffe là est comme un secrétariat. J'ai des écrits, je vous demande, messieurs les journalistes, si la commission de la concurrence est témoin, il pouvait se servir aux propositions que j'avais faites lors de mon passage à la Commission nationale de la concurrence de l'époque, CONAC. J'ai donné des propositions. Il y a un membre qui m'avait posé la question, mais vous voyez que non, ça n'est de trop encore. Moi, je dis non, ça n'a rien à voir avec ajouter encore de non. C'est la structure, c'est l'organisation. C'est à partir, par exemple, vous prenez par exemple avec coordination nationale. Donc, l'Assemblée générale est composée du ministre de l'économie, du coordonnateur national, titulaire et adjoint. On peut ajouter même avec 2 juges de la Cour de cassation et du Conseil d'État. Tu vois? Et aussi, les autres membres ne pouvaient pas venir que de ceux qui ont fait le droit, parce qu'il s'agit de matière économique. On a besoin aussi des économistes. Et l'auditorat est composé des auditeurs. Et chaque auditeur a son petit bureau avec son secrétariat. Parce que c'est l'organe technique qui constate les infractions en matière de concurrence. Il constate, il insulte, il envoie à l'Assemblée générale de la concurrence. Ok. Et maintenant, le greffe est là simplement à faire quoi? Il est là simplement à élaborer le document de la saisine de la commission de la concurrence. Et là, vous savez, nous avons démontré aussi même comment la procédure de la saisine. Je crois, la commission de la concurrence peut être saisie d'office, ou bien par la requête des opérateurs économiques, ou bien par la requête des consommateurs. C'est ce que nous avons proposé. Mais je ne sais pas pourquoi, lorsque la première ministre va prendre un document si important, tout ce que nous avons dit, je ne sais pas, c'est parti en vain. Merci beaucoup, c'était ça, on a compris. Alors, à vous entendre parler, ça m'inspire une question de savoir quelle est l'incidence qu'il y a ou les liens qu'il y a entre la concurrence déloyale, par exemple, et le climat des affaires. Est-ce qu'il y a un lien qu'on peut faire entre les deux? Oh, mais en principe, le climat des affaires demande de lois souples, modernes, qui attirent confiance des investisseurs, là, parce que ce sont les investisseurs qui viennent faire le climat des affaires, qui demandent l'assainissement juridique ou quoi. Ok. Et aussi dans le cas d'espèce, la commission de la concurrence, parce que le climat des affaires demande aussi protéger une protection juridique, une sécurité juridique, il y a aussi une protection judiciaire. Et la commission de la concurrence entre aussi dans le cadre de la protection judiciaire, parce que moi je préfère que la commission, n'est pas la loi de 2018, la commission de la concurrence
est une juridiction administrative spécialisée, point barre. Celui qui n'a pas compris, c'est son ignorance, monsieur le journaliste. Nous disons et nous demandons celui qui veut qu'on nous contredise, qui demande un débat contradictoire même à la télé, à ciel ouvert. Comme ça, nous allons discuter par article par article de 2018 et nous voyons de ce que la Première ministre a fait de la Commission de la concurrence comme un établissement public, donc c'est-à-dire elle est là simplement pour l'administration, gérer les avoirs, offrir de ceci. Donc on a écarté les missions assignées par la loi de 2018 par rapport au débat. Et je demande, monsieur le journaliste, que ce décret soit retiré rapidement. Au Congo, peut-être les gens pouvaient nous critiquer, mais moi je dis, c'est mon domaine de recherche. Si quelqu'un qui a un sens contraire, qui vient me prouver, mais moi je sais que je vais gagner ce procès-là. Parce que quand vous lisez bien la loi de 2018, donc les décrets du Premier ministre écartent l'esprit et la philosophie de la loi de 2018 qui donne à la Commission de la concurrence comme une juridiction administrative. J'aimerais aussi donner la parole à mes étudiants que je forme chaque jour. Et je suis fier de ces filles. S'il y a vraiment un bel encadrement, ces filles seront des femmes dignes dans la société congolaise. Et la société congolaise a besoin de vous parce que vous avez quelque chose, vous avez un dépôt. Attention, il faut mettre maintenant du sérieux. Vraiment. Voilà pourquoi, dans le domaine des prix, avant de répondre, je fais rapidement sur la politique et la législation sur le prix. Et tout a commencé par les décrets loi du 20 mars 1961. Décret loi du 20 mars 1961 relatif au prix. Et ce décret-là, le principe était la fixation autoritaire, l'homologation préalable. Donc, fixation autoritaire, homologation préalable. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, c'est-à-dire, tout dépendait que de l'État. Donc, un opérateur, même s'il habitait, qui quitte Kasumbalesa, avant de vendre sa marchandise, de fixer tout ça, il devrait attendre l'homologation préalable du ministre de l'économie. Donc c'est lui qui propose les prix, mais le prix est homologué par le ministère ou c'est l'État? Non, c'est l'État. La fixation autoritaire. Mais avec l'économie instable qu'avait connue la République démocratique du Congo à partir des années 70, 70, vous voyez que l'économie était instable avec plusieurs mesures que Mobutu avait prises dans le cadre de contentieux belgo-congolais, tout. Et l'économie était instable et il y a eu un mouvement du libéralisme et c'était par l'ordonnance loi numéro 83/026 du 12 septembre 1983, maintenant relative à la liberté des prix. Et vous voyez maintenant, nous avons quitté au principe le régime de l'homologation, maintenant la libre fixation. La libre fixation. Donc ceux qui en faisaient l'offre fixaient le prix librement. Et ils n'étaient pas soumis à l'homologation préalable. Mais attention, il y avait un principe. Dès que vous fixez, vous devez déposer tous les dossiers. Tous les dossiers y afférents auprès du ministre de l'économie pour un contrôle à poste. Ok. Mais l'exception était dans les secteurs stratégiques. L'eau, l'électricité, hydrocarbures, transport public. Ce principe de la liberté ne s'appliquait pas. Pourquoi? Les secteurs stratégiques, ce sont des secteurs vitaux qui touchent directement à l'intérêt général. Là, l'État congolais n'avait pas voulu libéraliser les secteurs. Voilà pourquoi nous avons quitté la période de 83 et nous sommes arrivés à l'époque du 9 juillet 2018. Donc par la loi numéro 18/020 du 9 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence, que nous disons que la loi de 2018 c'est notre enfant, parce que nous l'avons fait comme un bréviaire. Souvenez-vous, lors de mon intervention lors de la conférence tenue dans le jour de la concurrence, droit de protection des consommateurs, et vous étiez témoin, j'avais dit que tous les Congolais devraient faire la loi de 2018 comme un bréviaire, la lire premièrement le matin,
midi, soir et à la tombée de la nuit vers 21h avant d'aller au lit. C'est ce que je vous avais dit la fois passée. Mais cette culture-là n'existe pas parce que jusqu'à présent, même à la commission de la concurrence, même ceux qui prennent des décisions n'arrivent pas à prendre en considération des conseils que nous donnons. Je ne sais pas pourquoi. Et pour accepter nos conseils, il faudrait être qui ministre. Mais nous sommes des ministres dans la science. Quelles sont les innovations des... Donc, en 61, c'était l'autorité... l'homologation préalable. Nous sommes partis à la liberté des prix. Alors, quelle est la particularité de l'innovation de la loi de 2018 2018, oui. Voilà par exemple en 1983, lorsqu'il y avait, quand nous étions dans des périodes de pénurie, des calamités naturelles, le principe de la liberté était supprimé. Vous avez entendu? Vous avez compris? Donc c'est-à-dire, l'autorité, quoi ça, la fixation autoritaire apparaissait lorsque nous étions dans le cas de monopole, ou bien le prix des monopoles, ou bien dans le cas des pénuries sur le marché, calamité naturelle, le principe de la liberté des prix, par l'ordonnance de 83, était supprimé. Et la fixation autoritaire. Mais avec la loi de 2018, il y a une innovation. Attention, même en cas de pénurie, même en cas de prix des monopoles, même en cas de calamité naturelle, s'il vous plaît, pénurie, tout ça, attention, le principe là n'est pas supprimé. C'est toujours, là on dit, le ministre intervient pour réglementer. C'est ça, nous, les ministres, vous avez vu la fois passée, le ministre avait pris une décision selon laquelle, demandant aux opérateurs économiques de baisser les prix de leurs marchandises. Vous avez vu qu'est-ce que les opérateurs économiques avaient répondu? Non. Nous sommes dans un secteur déjà libéralisé. Et quand on dit réglementer, c'est dans le pouvoir du ministre, dans des hypothèses que je venais d'énumérer, pénurie, calamité naturelle, c'est en quelque sorte vérifier, en principe, il peut dire aux opérateurs économiques de ne pas aller à 100% de votre marge bénéficiaire, soit de 25% ou de 20%. Alors, logiquement. Alors, l'innovation majeure, c'est que vous m'avez dit, c'est ça déjà. Donc, la fixation autoritaire dans la loi de 2018 n'existe plus. Alors que pour la loi de l'ordonnance loi de 83 était supprimée dans les hypothèses, cas de pénurie, calamité naturelle, était supprimée. Alors, comment se fixe le prix? Parce que les Congolais se posent la question du prix. Comment très bien. Conformément à la loi de 2018. Le principe, je vous ai dit, nous avons commencé le principe de la fixation autoritaire. Nous sommes venus là à la fixation, libre fixation. Donc, au Congo aujourd'hui, ceux qui en font l'offre fixent le prix librement. Ils ne sont pas soumis à l'homologation préalable. Donc le même contenu de l'article 2 de l'ordonnance loi de 83 est maintenu par l'article 6 de la loi de 2018. Donc on maintient toujours la liberté de prix. Ce sont les opérateurs économiques. Dans tous les secteurs. Oui, non, attends. Dans tous les secteurs économiques. Mais l'exception vient toujours dans les secteurs stratégiques. Le principe de la liberté de prix ne s'applique pas. Et quels sont ces secteurs? L'eau, électricité, hydrocarbures et transport public. Pour le transport public, le ministre délègue ce pouvoir-là au gouverneur des provinces lorsque les dits transports se trouvent dans le même territoire de la province. Mais attention à ça, il faut faire une nuance. Le prix ou bien le tarif des transports provinciaux, si vous voulez bien. Attention, la loi est nouvelle sur la question, mais ce pouvoir-là revient au ministre de l'économie. C'est lui qui fixe les tarifs de transports interprovinciaux, entre autres Loufou, Kinshasa, Kikwit, Kinshasa. Là, le pouvoir ne revient pas au gouverneur, c'est au ministre de l'économie parce que la loi est nouvelle sur cette question-là. Oui, monsieur le doctorant, vous avez dit que nous sommes dans un régime de la liberté de fixation des prix par les opérateurs. Mais quel est le seuil qui est voulu par les législateurs? C'est-à-dire que l'opérateur économique doit
fixer sa marge bénéficiaire à quel seuil? Ah, Est-ce merci. que c'est prévu par la loi? Les Congolais se posent cette question. Merci beaucoup, c'est une question pertinente. Voilà pourquoi, lorsque nous enseignons aux étudiants, lorsqu'il s'agit de la réglementation des prix, pour parler des autorités compétentes et les personnes habilitées à fixer les prix, maintenant nous parlons maintenant de la structure et la marge bénéficiaire. Et la structure de prix, vous devez savoir, monsieur le journaliste, nous avons composé de prix d'achat, charge, égale prix des revenus plus la marge bénéficiaire, prix des ventes. Donc, lorsqu'il s'agit de marge bénéficiaire, la loi, ça c'est le pouvoir réglementaire du ministre de l'économie, donc est de 25% des produits artisanaux et de 20% des produits manufacturiers ou bien industriels. Donc, un opérateur économique qui vend ces marchandises, de marchandises artisanales ou quoi, il doit fixer son prix par rapport au seuil il a fixé par 25%. 25% pour les produits artisanaux. Oui, des produits artisanaux. Et 20%. 20% des produits manufacturés. S'il y avait un tableau ici, j'allais démontrer comme nous avons l'habitude de les faire à l'auditoire. Mais dommage que nous ne pouvons pas les faire parce que nous sommes dans un cadre approprié. Une société qui produit une boîte de tomates, oui. Et s'il veut fixer les prix, oui. Si tout ce que ça lui a coûté en termes de production de ces oui, on dit prix d'achat, oui. Ce qu'il a acheté, associé avec les charges, c'est-à-dire transport, ceci, tout ça, taxes, qui va associer, ça donne quel élément? Prix de revient. Maintenant, pour fixer sa marchandise, il doit combiner avec quoi? Avec la marge bénéficiaire. Lorsqu'il s'agit d'un produit industriel, il va associer avec 20%. Et lorsqu'il s'agit d'un produit artisanal, 25%. Donc s'il y avait un tableau, j'adore beaucoup l'enseignement, j'adore aussi la craie, j'allais démontrer de quoi nous sommes capables de donner nos connaissances aux étudiants. Merci beaucoup. Mais dommage. Maintenant, s'il vous plaît, tu m'en vas me poser, parce que c'est là où mes étudiants vont intervenir. Après avoir donné cette liberté-là aux opérateurs économiques, exceptionnellement dans les secteurs stratégiques, l'innovation que vous m'avez posée, la loi de 2018 et la loi de tous. Et voilà pour une autre innovation. Dans les secteurs stratégiques, lorsqu'il s'agit de l'eau et l'électricité, il y a innovation. Innovation est basée sur quoi? Dans le secteur de l'eau et l'électricité, ce secteur-là, depuis 2014, l'électricité a été libéralisée. Deuxièmement, en 2015, le secteur de l'eau était aussi libéralisé. Ce secteur-là est devenu quoi? Un opérateur économique. Ils ont mis en place, la loi a créé une autorité de régulation. Donc pour fixer les prix, ou bien les tarifs si vous voulez bien, dans ces secteurs-là de l'eau, il y a une procédure à respecter. Vous verrez, on dit, l'opérateur économique du secteur de l'eau, ou bien de l'électricité, négocie le prix avec l'autorité de régulation des secteurs de l'eau et de l'électricité. Lorsque les deux s'entendent, ils vont envoyer ces prix proposés-là au ministre ayant l'économie nationale dans ses attributions et les ministres de l'énergie, ils vont prendre quoi? Un arrêté interministériel. Voilà pourquoi dans ces secteurs-là, nous disons souvent c'est une liberté encadrée. Encadrée où nous sommes dans un régime de concertation. Voilà pourquoi on a demandé que nous ayons la liberté. Ok, mais attention, pour que le ministre soit au courant que non, le prix que l'opérateur économique là a fixé est dans sa marge bénéficiaire, chers journalistes, il doit respecter aussi le principe de quoi? De transparence. Et là, on parle maintenant de l'obligation de publicité des prix. C'est là où je voulais en venir. Les Congolais se posent beaucoup cette question. Est-ce qu'il est obligé à un opérateur économique d'afficher les prix? Si oui, est-ce que c'est tous les opérateurs économiques qui sont obligés d'afficher les prix de leurs produits? Quelle est la base légale
de cette question-là. Je donne quoi ça, la loi à lisez. Tu vas nous lire, vous y êtes. Tu peux nous lire cette disposition. Voilà la disposition en bis. À l'exception des prestations offertes par l'exercice d'une profession libérale, est tenu d'informer le consommateur du prix par voie de marquage, d'étiquetage ou par voie tout autre procédé approprié. Nous sommes avec le chef des travaux Didier Pabouni Massankiara, un chevronné de questions de la concurrence, des questions des prix, des questions du droit économique et social de manière générale. Alors, j'étais en train de vous poser une question qui se pose souvent dans l'opinion. Est-ce que les vendeurs, les opérateurs économiques de manière générale, sont-ils obligés d'afficher les prix et sur les étalages et sur les factures? Sont-ils obligés? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bon, voilà, c'est ce que mon étudiante a répondu. Nous sommes des juristes, vous connaissez bien. Il faut se fonder sur une base légale. Et la base légale, c'est l'article 12. Donc, qui demande, qui sollicite à tout prestataire, à tout vendeur, prestataire de services, de communiquer le prix de sa marchandise ou de ses marchandises par voie de marquage, étiquetage, tout ça. Ça, c'est une obligation légale qu'on appelle l'affichage des prix. Voilà pourquoi, dans le cadre de notre cours de droit économique, en passant, j'ai salué le professeur Massamba, Makela Roger, et le président de la commission, voilà. Oui, commission, tout ça, et un professeur extraordinaire, très pertinent dans les silences, et je suis à ses côtés aussi, et j'en suis fier de lui, ensemble avec Sakatisme, l'homme de Louvain, que j'adore, aussi mon maître, le professeur qui est là, qui m'aide aussi à évoluer dans le domaine du travail. Prochainement, je vais vous inviter aussi dans des conférences ou bien dans des émissions de droit du travail. Oui, c'est dans le cas des SMIC, tout ça, des questions pareilles. On va vous inviter à tout moment parce que vous sentirez que je ne suis pas que fort en droit économique seulement, même en droit du travail, droit de la sécurité, sur le droit commercial, on est là. Alors, est-il obligé aux opérateurs d'afficher les prix? Obligatoirement afficher et remettre la facture. Ce sont des obligations de publicité des prix. Afficher et remettre la facture. Mais maintenant, dans le cadre de notre cours de droit économique. Et sur la facture, oui. Excusez-moi, sur la facture. Ça, ce sont les étudiants. Sur la facture, oui. L'opérateur est aussi obligé d'afficher les prix sur la facture? Non, attends. Mais comment pas? Le problème en est que les deux éléments formant l'obligation de l'affichage et la remise de la facture est réglementé par la loi. Et c'est l'article, par exemple, pour la facture, on a donné l'article 15, qui donne tous les éléments nécessaires, toutes les mentions substantielles on va retrouver dans la facture. De la facture. Voilà pourquoi chaque année, nous donnons aux étudiants de TP. Voilà tout ce que la loi dit. Faites maintenant un mariage entre la théorie et la pratique. Et nous donnons chaque année, les étudiants descendent dans le marché, dans le supermarché, et ils constatent. C'est quoi les constats? Voilà pourquoi le constat est amer. Je suis aussi victime à tout moment. Quand vous allez à Nulis, quand vous allez à Kinmachi, quand vous allez à Eska, vous verrez simplement, si peut-être vous êtes un abonné fidèle, vous allez voir votre nom apparaître. Ou bien on vous donne surtout Nulis, demande votre numéro de téléphone. Ok, un numéro de téléphone. Simplement ça. Alors que la loi ne dit pas que non, pour que ton nom puisse apparaître dans la facture, il faut donner le numéro de téléphone ou bien il faut être un abonné fidèle. Donc, c'est-à-dire, c'est déjà une violation à la loi. Lorsqu'un élément de la facture manque, la facture n'existe pas. Et ça constitue quoi? Une infraction. Et cette infraction s'appelle la non-remise de la facture. La non-remise de la facture. De la facture. Mais dans les supermarchés, on donne toujours la facture. On donne la facture. Ils pêchent sur quoi? Mais ils pêchent lorsque le nom de l'acheteur n'est pas le prix dans la facture. Lorsque vous n'êtes pas abonné ou bien si vous ne donnez pas votre numéro de téléphone. Nous avons beaucoup de factures. Si je comprends bien, parmi les éléments de la facture, il y a les noms. Il y a les noms.
Attends, on va. Quels sont, oui, quels sont ces éléments? L'article 15, nous sommes des juristes. La facture indique le nom ou la raison sociale du vendeur, le siège social, le numéro du registre de commerce et du crédit immobilier, le nom de l'acheteur ou le client et la date. Elle donne toute spécification permettant d'identifier la marchandise vendue, la quantité vendue, le prix unitaire, le prix total par article et le total de la vente pour un bien d'une part, la nature des prestations fournies, le prix unitaire et la valeur totale pour un service d'autre part, les taxes, les remises, les rabais et les ristournes accordées y sont également indiqués. La facture est établie suivant une numérotation interrompue par ordre de date, sans blanc, lacune, rature ni surcharge et copie. Doivent être reliées périodiquement au moins tous les mois. La représentation des factures d'achat et de la structuration des prix à la demande de l'autorité compétente est obligatoire. Exactement. Que les opérateurs économiques du secteur de Kissa, des supermarchés de Kinshasa, violent. Mais je demande à la commission de la concurrence, maintenant vous avez cette mission dans votre chef. Agissez rapidement. Maintenant, les étudiantes vont dire maintenant le constat du terrain. Oui, avant qu'elles Oui. disent les constats du terrain, Oui. quelle est la sanction qui est prévue? Mais la sanction est prévue. Quelle est la sanction? La sanction, par exemple, lorsque vous ne donnez pas, Lorsqu'on n'affiche pas les prix. l'infraction peut être la non-affichage des prix. Deuxième infraction peut être la non-publication des prix, ou bien la non-remise de la facture. Et la sanction? La sanction, vous vous souvenez ça, non? Ça se trouve dans la loi. Je crois la non-remise de la facture est punie de 15 millions de francs congolais d'amende. Donc il y a Il y a des sanctions prévues par la loi ici, je crois. Oui, c'est 15 millions de francs congolais d'amende. Ce qui est habilité à porter plainte, à ces plaintes? Ah, mais c'est la personne qui est victime. Logiquement, c'est toute personne lésée, par exemple, consommateur, ou bien... Et quelle est l'instance compétente pour... En matière, logiquement, en matière des prix, et c'est une matière qui relève en matière économique, le tribunal compétent, logiquement, c'est les tribunaux de commerce, mais aussi, moi je pense que la commission de la concurrence maintenant peut être aussi compétente, ou bien les agents des affaires économiques. Hein, parce que ces agents-là sont des OPJ à compétences restreintes. Ils peuvent passer de 6h à 21h dans le magasin, contrôler et tout ça. Ok, M. Chef, vous avez dit que vous avez l'habitude chaque année de déployer les étudiants sur terrain pour pouvoir constater l'effectivité de ces dispositions légales. Est-ce que les opérateurs économiques les respectent? Nous allons donner la parole aux étudiants qui ont été sur terrain pour nous parler un peu de leurs recherches. J'aimerais commencer par celle qui a été sur terrain l'année passée. C'est de faire un peu de la diachronie, commencer par l'année passée pour venir progressivement. Et nous sommes allés même dans le secteur de l'hôtellerie. Il y a Dans les hôtels. l'hôtelier, ok. Voilà. Ok. Hôtel. Ok. J'étais parti jusque-là. Alors, je donne la parole à Merdi, c'est ça? Merdi Lompoko Nelly. Elle est étudiante en LD dans le système LMD à l'université de Kinshasa. Vous avez été sur terrain à la demande du doctorant qui vous enseigne. Qu'est-ce qui vous a été demandé d'abord? Quel a été l'objet de ce travail? Vous a été demandé de faire quoi? Et vous avez été où? Et qu'est-ce que vous avez constaté? Dites-nous en 2 minutes, rapidement. Ok, merci beaucoup pour la parole accordée. Alors, il nous était demandé de faire des recherches sur le centre sur terrain pour constater si réellement les opérateurs économiques respectent la loi. Alors, on a constaté que les opérateurs économiques ne respectaient pas ce que la loi disait. Alors, moi, principalement, je suis allée dans le secteur de supermarché, dans le secteur hôtelier, dans le secteur de transport en commun. Alors, j'ai constaté que dans les supermarchés, par exemple, la publication de prix, l'affichage de prix est bien respecté parce que les opérateurs affichent le prix. Mais le problème, c'est pas au niveau de la facture. On a compris qu'on a remarqué que
Dans la facture, il n'y a pas, en fait, la facture ne contient pas tout ce que la loi dit. Par exemple, le nom de l'acheteur, l'identité du vendeur. On a remarqué que la facture ne contenait pas cela. Alors, c'est une violation de la loi. Mais concernant l'affichage de prix, cela est bien respecté. Au niveau du transport public, on a compris qu'il y a la tarification de transport en commun n'est pas respectée. Car chaque chauffeur fixe le tarif à n'importe quel moment. Cela dépend même de son humeur, peut-être de la situation routière. Il peut se dire que non, c'est comme l'exemple pour arriver à Zando. Uber Zando le matin, c'est à 4 000. Arriver à 12 h, c'est 2 000 francs. Mais arriver à 16 h, c'est au-delà de 6 000 francs. Alors le chauffeur, quand vous leur questionnez, mais pourquoi est-ce que vous taxez comme ça? Il s'est dit, alors on a compris qu'il y a le chauffeur ne respecte pas le tarif. Dans le secteur hôtelier? Dans le secteur hôtelier, oui, je suis allée précisément à l'hôtel Flora, vers l'UPEL. J'ai constaté que ces derniers respectent l'affichage de tarifs dans la réception. Mais ces derniers n'ont pas permis à ce que les gens dans les chambres pour constater si vraiment. Qu'est-ce que tu voulais constater dans les chambres? Parce que dans le secteur hôtelier, l'affichage de tarifs, c'est non seulement à la réception, mais aussi dans chaque chambre. Mais les agents de sécurité ne m'ont pas permis d'entrer dans chaque chambre pour constater si réellement ils respectaient ces principes-là. Et puis on se demande aussi, est-ce que les agents des affaires économiques partent faire de recherche parce que c'est eux les organes principaux pour constater les infractions. Est-ce que dans les secteurs hôteliers, par exemple, vous avez remarqué que l'obligation de remettre la facture est aussi respectée? Là, en tout cas, je n'étais pas renseignée. Et je ne sais pas si vraiment ils remettent les factures dans le secteur. Ok, merci beaucoup. Je pose la question à Bertis. Oui. Bertis Kapunga Makongo. Exactement. Bertis Kapunga Makongo, étudiante en LD, En L1. en L1, Oui. système LMD à l'université de Kinshasa. Vous avez également été déployé sur terrain par le doctorat dans les cadres de travaux pratiques, dans les cadres des recherches. Parle-nous un peu de ton expérience. Tu as été où et qu'est-ce que tu as remarqué sur terrain? Bon, moi, j'étais à Kinmarché concernant l'affichage. Kinmarché où? Tu es allé dans quelle zone? Matete, ok. J'ai vu que c'est là-bas. Hmm. L'affichage est respecté. Il y a aussi des promotions et tout qui trouble un peu parce que des fois, tu vas venir, tu vois un prix autre. Quand tu reviens, c'est un autre prix. Par rapport à la promotion, les agents doivent aussi un peu expliquer parce que ça crée un peu de trouble pour les clients. L'affichage est respecté, mais le problème vient à la remise de la facture qui ne contient pas les éléments nécessaires. Quels sont les éléments que tu n'as pas La loi a retrouvés? cité. Mhm. Il y a le nom, il y a le lieu d'habitation du client et autres. Et tu as remarqué qu'on ne respectait pas? On ne respecte pas vraiment. Déjà, le nom, on affiche quand tu as une carte fidélité là-bas. Quand tu n'as pas une carte en facture, je mets juste comme ça sans identité. Mais malgré ça, il y a aussi des informations qui manquent dans cette facture. Ok. Et comme étudiante, chercheur dans le domaine-là, qu'est-ce que tu peux recommander? Qu'est-ce que tu penses de ça? Les supermarchés ou les opérateurs économiques doivent se conformer à ce que la loi dit. Parce que déjà, la facture peut aider les clients au cas où quand tu rentres peut-être avec la marchandise et que tu te rends compte que la marchandise n'est pas de bonne qualité. C'est grâce à cette facture que tu vas aller te plaindre et cette facture va constituer la preuve que tu as bien et bien payé la marchandise là-bas. Donc, c'est un peu ça. Les opérateurs économiques doivent se conformer à cette loi parce que cette loi protège le consommateur que nous sommes. Merci beaucoup, c'était Merdi. Je pose la question rapidement à Divine Dikonja Lola. Je ne dis pas Lola, c'est Lola. Et elle est étudiante en L1 LMD, toujours à l'université de Kinshasa. Toi aussi, tu as été sur terrain comme celles qui t'ont précédé. Et tu as été où, dans quelle zone concrètement? Tu as été dans quel coin de Kinshasa? J'habite la cité verte, précisément vers Sebo. Okay. Et donc j'ai été vers Lukunga. Mm-hmm. Je suis du district de Lukunga. Donc ma constatation dans mon constat concerne plus le district de Lukunga.
Tu as été dans les supermarchés ou dans Dans les secteurs? supermarchés et dans les secteurs de transport. Alors, qu'est-ce que tu as constaté des particuliers qui s'écartent un peu de ce que les autres ont dit ici? Quelles ont été tes constatations et qu'est-ce que tu peux recommander? Qu'est-ce que tu penses de cela? Dans les secteurs comme les secteurs de transport, on se rend compte que l'État n'existe pas. On a une fixation arbitraire des prix. Les prix, c'est d'après les heures, les humeurs des chauffeurs et parfois sous les yeux des autorités qui font semblant de ne rien voir. Et ça rend difficile la vie des petits ménages. Par exemple, j'ai fait le lycée Kabamba. Quand on ratait les bus scolaires, tu te mets le matin, le transport monte de minute par minute. Il est 5 heures, Zando à la Cité Verte est à 1500 francs. Mais dès qu'il fait 6 heures juste, Zando descendra à 2000. 6h30, tu as 3000. 7h, tu as 4000. Et il dit Soko Lingite, Kene Kosala Mukilinayo. Ou bien, matin à transport et à l'État. On se rend compte que l'État, il a deux volets de son action. Il y a un État qui doit être entrepreneur et un État qui doit être régulateur. Dans son rôle de régulateur, il doit prendre des mesures qui sont autoritaires pour essayer d'encadrer ce secteur-là. Okay. Et dans les secteurs, en tant qu'État entrepreneur, il doit venir, par exemple, il doit se comporter comme un opérateur économique. Il y a des sociétés comme Transco. La société Transco doit avoir la possibilité d'approvisionner toute la capitale Kinshasa. Il y a une usine de suprême qui est à Limité. Ils doivent donner tous les moyens nécessaires pour pouvoir produire plus de bus. Et quand il y aura la concurrence qui est promue par la loi de 2018, les opérateurs économiques seront forcés à baisser les prix et à se mettre sur cette concurrence-là. Pendant qu'ils ont le monopole du marché, ils fixent les prix comme ils veulent. On a vu il y a quelques jours la grève des transporteurs. Les gens étaient prêts. J'étais prêt mieux à payer 5 000 francs que de marcher à pied. Mais si l'État, ce jour-là, approvisionnait plus de transport, les opérateurs économiques seraient forcés de sortir. On se rend compte que dans les secteurs comme les transports, il n'y a pas de concurrence. Le privé a le monopole. Et la personne qui a le monopole fixe le prix de monopole, qui est aussi une infraction en droit économique. Et quand on parle dans les secteurs, par exemple, des supermarchés, moi je prends un constat qui est chez nos frères ano-pakistanais, les Libanais. Ils ne remettent pas de facture. Parfois, la facture peut porter mon nom si je demande. Mais ils n'ont pas tendance à demander mon nom, ils demandent ton prénom. Maman Komo Nonai, tu donnes ton prénom. Le titre, je donnerai mon prénom Divine. Mais ce jour-là, combien de divines sont venus acheter? Je peux bien venir réclamer. Qu'est-ce qui prouve que c'était à moi? Que j'étais venu faire par exemple à retirer, c'est pour leur bien d'essayer de remettre nos noms, nos postes noms et leurs prénoms. Parce que je peux ramasser le truc de quelqu'un et je peux leur dire que j'avais laissé mon riz et je viens récupérer. C'est bénéfique autant pour nous, autant pour eux. Très bien, merci Divine. Je me rends compte que ce qui s'assemble se ressemble, donc les profs avaient vraiment raison, c'est un casting parfait, vous êtes formidable. J'ai beaucoup aimé vos interventions. Et professeur, monsieur le doctorant Didier Pamni, nous allons revenir à vous avant qu'on donne la parole pour la dernière fois aux étudiantes. Nous sommes en train de chuter. Alors, parlons, c'est les derniers points de notre émission, parlons des prix dans le secteur des transports. Les étudiantes ont essayé d'effleurer cette question-là. Que dit la loi? Qu'est-ce qui est fait concrètement et qu'est-ce qui doit être fait? Ok, merci. J'ai entendu avec beaucoup d'honneur et ces étudiantes m'ont fait honneur et je peux vous jeter quelques fleurs. Vous méritez mieux. Voilà, ils ont dit des choses vraiment. Il y a Merdi, il y a Béatrice et Divine. Ils ont dit vraiment des choses vraiment très très pertinentes, hein, un argument de valeur. Et je pourrais ajouter sur l'obligation d'habiter des prix là. Quand nous demandons aux étudiants d'aller chaque fois dans le marché, vérifier tout ça, et nous avons le devoir de dénoncer. Et dommage, monsieur le journaliste, vous allez constater tout ce que nous faisons. Vous souvenez-vous, j'ai dénoncé à présent des représentants du ministre de l'économie. Mais ces opérateurs économiques continuent à s'entêter. Et le fait déjà dans un monde d'affaires, le climat des affaires ne demande pas de laisser aller. Laisser aller.
Vraiment cher. Mais qu'est-ce qu'ils gagnent, ces opérateurs économiques? Mais Qu'est-ce qu'ils gagnent en violant cette disposition? Mais justement. Quand ils donnent pas, quand ils mettent pas les noms, en quoi est-ce que ça leur est avantageux? C'est ça les questions qu'on se pose. Est-ce que M. Didier va en Belgique ou bien à Dubaï commencer à empiéter les lois françaises et M. Didier restera en France? Non. Donc, moi je trouve que sur cette question-là, ce sont nos autorités qui ont beaucoup de failles et surtout les personnes qui travaillent avec ces autorités-là. Des fois, ils sont laissés aussi peut-être à la corruption ou quoi. Et il faut mettre, par exemple, les agents des affaires économiques. Ce sont des agents très avancés pour faire les contrôles, mais ce contrôle-là n'est pas vraiment du tout. Monsieur le docteur, alors, pour la population, pardon avant que vous évoluez, pour la population, pourquoi est-ce qu'il y a une étudiante qui l'a dit, mais j'aimerais que ça vienne de vous aussi, pourquoi est-ce que c'est important de garder la facture? Parce que du côté de la population, moi-même aussi, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir d'abord son nom sur la facture et de la garder? Parce que moi-même aussi, je me rappelle ce matin, pas plus tard que ce matin, j'étais dans un supermarché, et juste après, il y a même un agent de sécurité qui m'a dit, parce que quand j'ai lu de la facture, j'ai laissé, je voulais partir. Il dit non, monsieur, gardez, c'est pour vous. Et ça m'a interpellé, je pensais que je venais à une émission avec vous. Pourquoi est-ce que c'est important pour les consommateurs de veiller à ce que son nom soit sur la facture et de pouvoir garder cette facture-là? Je crois qu'il y a Merdi et Béatrice, les deux ont parlé de ça parce que la facture, c'est comme un élément de preuve. Ok, c'est la preuve. Parce que vous allez, on vous impose, on nous dit non, bon, on impose aux opérateurs économiques de remettre la facture et que les noms de l'acheteur et du vendeur, les deux doivent apparaître. La facture, c'est une preuve. Parce que moi, c'est une preuve d'un contrat de vente signé entre le vendeur et l'acheteur. En cas, par exemple, d'un abus, moi, j'ai acheté quelque chose, ok. J'arrive comme ça, par exemple, il m'a périmé. Ou bien je manque quelque chose de répercussion dans ma santé. Alors, comment je vais réclamer alors que la facture qu'on m'a donnée, la facture ne contient pas mon nom, mais on a mis qu'un numéro. Donc, la facture a vraiment été un document important pour les consommateurs. Ça protège les consommateurs contre les abus des opérateurs économiques, justement. Okay. En cas de problème, la facture sert comme un mot de preuve. Voilà, j'avais conclu un contrat de vente avec vous et pour preuve, voilà, j'avais acheté, voilà ta facture, voilà ta signature, voilà mon nom. Merci beaucoup, monsieur le doctorant. Parlons maintenant de prix dans le secteur des transports. Le tarif, souvent nous faisons le distinguo, hein. Ils savent bien ça, de faire les distinguos entre prix et tarif. Oui. Quand on parle de prix, on parle de biens, marchandises, et quand on parle des tarifs, on parle des prestations de services. Okay. Et dans le secteur du transport, c'est un secteur, il preste prestations de services, et le terme approprié c'est quoi? Tarif. Donc, c'est ce que dit Kondjati et l'autre, ça pose un problème. Moi, j'ai, à mon humble avis, que le secteur de transport, c'est un secteur stratégique. En principe, ça dépend du ministre de l'économie. C'est le ministre de l'économie qui délègue son pouvoir au gouverneur de province. Ok? Lorsque le dit transport se trouve dans le même territoire de la province, dans ces cas-là, le ministre délègue le pouvoir au gouverneur de province. Mais prenons un peu le cas de Kinshasa. Mais l'hôtel de ville de Kinshasa a failli à ses missions. À tout moment, il fixe la tarification, mais la tarification n'est pas respectée. Qu'est-ce qui se pose? Qu'est-ce qui se passe? Parce que en fixant la tarification, là, il y a une table ronde. Association des chauffeurs, il y a l'État congolais, l'organisation des consommateurs, une table ronde, un trilogue qui se passe là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe que la tarification fixée par l'autorité, en commun accord avec tous ces organes, cette tarif n'est pas respectée. Ça prouve à suffisance qu'il n'y a pas d'autorité de l'État. Parce que dans un État, on sent sa valeur par rapport au respect de loi. Donc, c'est-à-dire, les chauffeurs sont devenus des faiseurs. C'est ce qu'il a dit, j'ai aimé.
dit, parce que l'État préfère garder toujours sa casquette de gendarme, en lieu place de jouer aussi son rôle de commerçant. C'est-à-dire, il fait la concurrence. Plus il y a beau, l'État congolais aussi a des bus, plus il y a quand même la concurrence et la solution sera de trouver. Je vous avais dit tout à l'heure que dans l'espace où il y a beaucoup de bus Transco, avec les autres bus, je crois, les consommateurs cherchent là où le prix est abordable. Donc la solution, au lieu que l'État reste toujours dans sa casquette des gendarmes, qui deviennent aussi commerçants, au même titre que le privé, pour faire la concurrence. Et aussi, veiller au contrôle. Le contrôle doit être efficace et régulier. Pour que ce contrôle-là soit efficace, pour éviter la corruption, à mon humble avis, il faudrait ceux qui font ce contrôle-là soient dans de très bonnes conditions. Parce qu'ils vont aller contrôler ceux qui ont de l'argent à tout moment. Ils vont aller contrôler les supermarchés, les opérateurs qui ont des millions. Lui, son salaire, par exemple, il a que 200 000, 300 000. Mais il va corriger, il va aller contrôler un opérateur économique qui a combien? Qui a des millions de dollars. Là où il n'a jamais touché ne plus que 1000 dollars. Il va prendre cet argent, il va fermer quoi? La bouche. Voilà, c'est ce qui se passe actuellement chez nous. Même dans l'hôtel de ville a failli à sa mission. Si c'était moi la solution, à travers cette émission, que le ministre de l'économie retire le pouvoir de fixation de tarifs dans le domaine de transport, dans toutes les villes, dans toutes les provinces. Parce que, je vous avais dit, lorsqu'il s'agit d'un transport interprovincial, le pouvoir ne revient plus au gouverneur, le pouvoir revient au ministre parce qu'il y a un silence de la loi. Donc, le contrôle qui a été mal, donc vous pensez que très, très mal organisé. le ministre national de l'économie doit retirer? Il doit retirer parce qu'ici, actuellement, à Kinshasa, ça ne va pas. Parce que vous savez que la vie des Congolais dépend de son déplacement. Un Congolais qui ne se déplace pas ne mange pas. Alors si les gouvernements, les provinciaux n'arrivent même pas à contrôler, pensez-vous que le gouvernement national qui a beaucoup de charges... Maintenant, c'est ce que j'avais dit lors de mon séminaire à la Congo. Il faudrait maintenant qu'il y ait de contrôles efficaces. Associer la commission de la concurrence dans le cadre aussi des contrôles des prix. Mais quand même, ils ont entendu mon idée sur... Ils s'arrêtent simplement sur le principe de transparence et de loyauté. Mais les autres matières, je crois, ne font pas partie de compétences des Congo dans le domaine des prix. Ok, mais nous voulons à ce que ce contrôle-là soit efficace et que l'État congolais joue son rôle d'entrepreneur ou bien de rester simplement l'État régulateur. Oui, tu régules, mais attention, vous avez aussi le pouvoir d'entrepreneur. Vous devenez déjà commerçant. Vous avez élargi, vous avez créé un établissement, en principe, c'est une société commerciale. Transport, sa nature juridique doit être une société commerciale, ce n'est pas un établissement public. On doit corriger ça aussi. Parce que Transport est en train de poser un acte de commerce par nature. L'opération de transport. Ok, donc c'est ça. Donc, Transport joue son rôle. Élargir, acheter beaucoup de bus pour faire la concurrence avec eux. Là, vous verrez que la solution sera trouvée rapidement, qui est de laisser les privés mater parce que le secteur des transports, c'est un secteur vital pour les Guinois surtout. Donc voilà. Merci beaucoup, monsieur le doctorant Didier Pabouni Massankiala. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vais donner pour la dernière fois la parole aux étudiants. Cette fois-ci, on va aller un peu en désordre. Je commence par Bertis. Qu'est-ce que vous allez dire à la fin de cette émission? Il y a beaucoup de jeunes étudiants, des jeunes qui ont des diplômes d'État qui aimeraient venir faire le droit à l'UNIKIM. Quel conseil vous pouvez leur donner? Et voilà, quel est votre mot de la fin en 45 secondes? Allez-y. Pour ceux qui aujourd'hui se posent des questions sur l'université qu'ils comptent faire
faire les droits à l'UNIKIN, c'est pas si difficile? Est-ce que vous avez des difficultés? Est-ce que ça va? Non, le droit à l'UNIKIN, c'est pas difficile. C'est question d'être assidu, question de mettre ce qu'on fait. On met beaucoup du sérieux dans ça et on va se réguler. Et ici à l'UNIKIN, nous avons des très bons professeurs, nous avons des très bons assistants qui enseignent et qui sont très pertinents. Quand tu as déjà cette envie-là d'apprendre, tu verras que quand tu viens ici, tu ne vas pas ressortir comme tu veux. La parole à Divine. Divine, il y a beaucoup d'étudiantes qui ont d'étudiants comme d'étudiantes ou des jeunes qui ont des diplômes d'État, qui veulent faire les droits, mais qui se posent des questions. Quel département je dois prendre? Je dois être dans quel département? Vous êtes en droit économique et social, c'est ça? Vous n'avez pas encore choisi. Quel sera votre choix le moment venu? Vous allez faire quoi? L'avenir nous en dira, mais je pense faire un droit qui me mettra au carrefour des demandes sociales. Et parmi mes domaines de prédilection, le droit économique et Et pourquoi tu fais le droit? J'ai appris que tu as fait le lycée Kabamba, c'est ça? Oui. Et en littéraire. Pourquoi tu es venu faire les droits? Quelles sont tes perspectives? En 10 ans, tu te vois où? J'ai choisi de faire le droit, c'est une passion qui est née en moi depuis j'avais 8 ans. J'ai décidé de faire le droit. J'ai décidé de faire le droit pour chasser dans la société l'arbitraire. Je me suis rendu compte que la population vivait plusieurs méfaits et il n'y avait pas une... C'est comme si on vivait dans une société nature. Et le droit a pour mission de réguler la société. Et j'ai envie de réguler cette société, la rendre meilleure. C'est une utopie de dire qu'on pourra rendre le Congo plus beau, pas l'Allemagne d'Afrique. On ne va pas se mirer à l'Allemagne, mais on pourra créer en nous un Congo plus beau qu'avant. Merci. Il m'a dit, on a parlé de l'État, on a parlé du non-État, on a parlé de tous les désordres, de tout ce qui est comme bazar dans les secteurs de la concurrence et des prix. Quel conseil vous pouvez donner à l'État congolais au regard de tout ce dont on a parlé? Ok, d'abord, merci pour la parole encore une fois. Comme le professeur venait de le dire, la chère et l'assistant, l'État doit mettre les agents des affaires économiques dans de bonnes conditions parce que c'est eux les agents principaux pour le contrôle de prix, le contrôle de tout ça. Donc, quand ces agents-là ne sont pas dans de bonnes conditions, ils ne sont pas payés, alors ils ne seront pas à mesure d'effectuer réellement le contrôle. Parce que l'État oblige de pénétrer ce qu'on le terme dans les magasins de 6h à 21h pour constater l'infraction. Alors, tant que ces opérateurs-là, ces agents, ne sont pas bien, comment je veux dire, rémunérés, voilà, rémunérés, ils ne sont pas bien payés, ils n'ont pas de bonnes conditions de vie, alors ils ne peuvent pas aller poursuivre les opérateurs. pourquoi vous faites les droits? Alors, le droit, c'est une passion pour moi depuis petite. Déjà, j'ai grandi dans une famille, il n'y a pas de juristes, que le docteur et moi, moi, je ne veux pas être comme tout le monde dans la famille. Alors, depuis toute petite, j'ai vraiment aimé faire le droit. Déjà, à la télé, voir comment est-ce que les avocats de santé. Alors, c'est vrai, une passion pour moi. Et c'est quoi ton orientation? Le droit économique, le droit privé judiciaire? C'est pas encore à l'ordre du jour? Si, déjà, parce que c'est grâce à l'assistant Pabouni depuis la L1. Alors, il m'a beaucoup impressionné par sa façon de dispenser le cours, par sa façon de dispenser, voilà. Alors, c'est depuis ce jour-là que je suis sentie moi-même convaincue de faire le travail. En 10 ans, tu t'es En vois droit économique et social. avocate, magistrate, ou dans l'administration? Ça dépend, alors, on va voir ça après, mais je suis plus focalisée d'abord sur le droit économique et social. Divine avocate, magistrate dans l'administration? J'ai toujours voulu avocate, mais je souhaite devenir professeur à l'université. Ah bon? Oui. Baptiste. Les femmes ne Baptiste. sont pas prêtes. Dans 5 ans, 10 ans, tu te vois où? Avocate, mais moi, j'aime beaucoup les affaires. Je me vois déjà créer une entreprise là, qui sera très prospère. Parce que moi, j'ai fait les e-commerce importés en Chine, avec les salariés aussi. Donc, je suis déjà un peu dans les petits. Et j'apprends que vous avez toutes les ambitions de devenir professeur? Oui. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Nous revenons au doctorant pour conclure. Doctorant, un mot de la fin, au regard de tout ce que nous avons dit.
C'est vrai que c'est une première, mais on aura régulièrement un mot de la fin, une dernière intervention avant que j'ai des annonces. Une belle initiative. Au lieu d'aller siroter la bière, aujourd'hui il s'agit d'un week-end. Dommage, nous disons non. Fermons-nous dans un bureau, animons une émission pour éclairer la lanterne de notre population peut-être qui est lestée comme ça, sans savoir de ce qui est de ses droits. Merci aux étudiantes qui m'accompagnent. Je vous ai dit, dans le cadre du décret de 2025 aussi, portant statut fondation, en tout cas, ces statuts, sur quoi c'est décret pour moi, selon les conseils que je donne à mon président de la République, de demander à sa première ministre de retirer ça rapidement, parce que ce décret ne vaut absolument rien, parce que s'il préfère laisser la nature juridique de la Comco comme établissement public, qui change maintenant des dispositions, par exemple les missions, mais quand il dit sanction, on n'a pas démontré la procédure, quel organe, tout ça, c'est vraiment bizarre. Donc voilà, moi je pense, c'est pour ça souvent je commence à dire que ce décret doit être donné quand vous sortez ici. Je vais donner à une maman des mamans qui vendent des cacahuètes, qui vont multiplier ça parce que je ne vois pas ça à raison d'être. Si c'est sur l'aspect administratif comme établissement public, j'accepte. Mais quand j'ai lu la loi de 2018, j'estime que la loi de 2018 est claire sur la nature juridique donnée à la Commission de la concurrence et que le décret ne pouvait pas écarter cette nature juridique. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Merci pour votre présence ici. Une fois de plus, je remercie notre recteur avec son comité de gestion parce que c'est grâce à son leadership que nous sommes là, que nous prenons la science et que nous excellons. Et notre doyen aussi, Jean Vincent Kangulumba, Babi, et aussi mon professeur Massamba Makela, accompagné du professeur Dari Sagata et le professeur Kiyala. Ce sont mes maîtres qui me forment les jours. Vraiment, je suis très content de vous. Vos questions pertinentes, ça c'est qu'un début du commencement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, nous sommes arrivés à la fin de notre programme qui était très instructif. C'est une première, mais ce n'est pas une dernière comme l'a dit le doctorant Didier Babouni. Nous avons pris l'initiative de pouvoir aborder point après point toutes les questions contenues dans la loi de 2018 relative à la liberté de prix et à la concurrence. Après cette loi-là, nous allons aussi aller dans d'autres domaines de recherche, pourquoi pas les droits du travail, pourquoi pas les droits de la sécurité sociale, question de pouvoir aider notre population. Notre objectif, c'est de pouvoir démystifier les droits, de pouvoir permettre à ce que la population puisse s'approprier la question des droits et faire en sorte que l'état des droits, tel qu'est voulu par les constituants, tel qu'est voulu dans notre constitution, tel qu'est souligné à maintes reprises par les présidents de la République, soit effectif. Merci, restez branchés et nous allons nous retrouver très prochainement pour d'autres questions qui sont très intéressantes pour notre société. Merci.